Et bonjour, bienvenue sur Archi Simple Business, le podcast qui t'accompagne dans le lancement de ton entreprise. Je suis Fanny, formatrice et créatrice d'Archi Simple, l'entreprise qui t'aide à créer ta présence en ligne. Freelance web autodidacte pendant 7 ans, je mets aujourd'hui mon expérience à ton service pour t'accompagner dans ton aventure entrepreneuriale et te fournir de solides bases pour réussir et pérenniser ton entreprise. Que tu sois chevronnée ou débutante, ce podcast est conçu pour toi. Je te propose des solutions concrètes et actionnables, des réflexions et stratégies efficaces pour t'épanouir dans ton activité. Alors, installe-toi confortablement et laisse-toi inspirer par les échanges et idées que je vais te partager. C'est parti pour Archi Simple Business. À quoi servent vos réseaux sociaux? Et ça, c'est vraiment la question et voilà, j'aimerais qu'on y réponde. À quoi ça sert? Pourquoi je pose cette question? Eh bien, parce que souvent, on se lance sur les réseaux parce qu'il faut se lancer sur les réseaux. Souvent, on y va parce qu'il faut qu'on existe, il faut qu'on prouve qu'on existe, qu'on résiste, etc. Et en fait, on a souvent tendance à, eh bien, complètement oublier une étape fondamentale qui est pourquoi je me mets sur les réseaux? Quel est mon objectif? Quel est mon but? Aujourd'hui, est-ce que finalement les efforts que je mets dans cette machine-là, qui est les réseaux sociaux, cette charge mentale que j'ai, cette charge tout court de travail que je peux avoir, de penser à tout, est-ce que ça sert mes objectifs? Est-ce que finalement mes objectifs sont alignés avec eh bien, les actions que j'entreprends au quotidien pour, voilà, pour cet aspect-là. Évidemment, comme toute chose, avant toute action, il nous faut poser nos objectifs. Si on n'a pas nos objectifs, on n'a pas la direction, on n'a pas la boussole, donc il faut poser nos objectifs. Donc, à quoi vont me servir mes réseaux sociaux? Quel est le but final? Ça peut être d'augmenter la notoriété de ma marque, faire connaître ma marque à un public plus large ou voilà, à une autre audience, me diversifier, etc. Ça peut être générer du trafic avec mon site internet, donc diriger les utilisateurs vers le site web via des liens et des promotions. Donc ça, c'est un autre objectif qu'on peut se fixer. Engager la communauté, donc créer du contenu interactif pour inciter à l'interaction, pour consolider, renforcer sa communauté, pour derrière renforcer aussi l'image de marque, hein, c'est ça qu'il y a derrière. On peut aussi utiliser les réseaux pour faire de la veille concurrentielle, donc observer et analyser les activités de ses concurrents, savoir aussi, on sait aujourd'hui que les réseaux, c'est le moyen le plus rapide qu'a une entreprise de communiquer avec sa communauté. Donc on peut être sûr, et c'est là que, que c'est un sujet intéressant pour la veille concurrentielle, c'est que où une entreprise va de prime abord communiquer pour informer son audience, pour informer le monde de ce qu'elle est en train de faire, de ce qu'elle a en projet, de sa nouvelle offre, etc., eh bien, c'est les réseaux sociaux. Donc, pour faire de la veille concurrentielle, c'est aussi très, très, très intéressant avec la possibilité de suivre directement ces entreprises concurrentes, de pouvoir enregistrer certaines publications qu'ils peuvent faire sur justement leurs nouveautés ou autres. Donc, c'est vraiment un outil très puissant de veille concurrentielle. Ça peut également servir à accroître les ventes et les conversions. Donc là, c'est utiliser des publicités ciblées et offrir des promotions exclusives. Donc ça, on l'a vu dans d'autres dans d'autres points qui étaient aussi les leads magnets, voilà, la publicité qu'on a vu aussi. Donc on a déjà un peu traité ça, mais voilà aussi à quoi ça peut servir. Améliorer aussi le service client. Donc c'est utiliser en fait ces réseaux sociaux comme canal de support. C'est-à-dire que, par exemple, toi qui as une formation, Marlène, tu vas pouvoir derrière te dire, bon, bah, je peux, par exemple, pour être plus proche de mes clients, pour faire du suivi avec eux, je peux les suivre sur les réseaux, on peut échanger via les réseaux, ça peut être une solution. Ça peut être aussi, vous pouvez nous contacter aussi par cet espace-là si vous avez un souci, une réclamation, ou si vous êtes content aussi du produit, parce que ça peut être aussi quand c'est positif et pas toujours quand c'est négatif, évidemment. Donc, ça peut aussi servir à ça, mais aussi et surtout, et ça c'est généralement un peu un objectif qui a en fond et qui est globalement toujours présent, c'est de renforcer la crédibilité et l'autorité de la marque. Les réseaux sociaux, c'est aussi ça la grande force, c'est que on se déverse dans un marché d'un coup d'un seul. Et on va pouvoir grappiller de plus en plus pour peu qu'on ait des bons contenus impactants, qu'on arrive à appliquer les bonnes stratégies, qu'elles fonctionnent, qu'il y ait de l'interaction. On peut arriver très très rapidement à renforcer sa crédibilité
son existence et aussi son autorité sur le marché en partageant, eh bien, voilà, des qualités, des contenus de qualité, donc on en avait parlé, qui montrent l'expertise de la marque, qui montrent son assise dans son domaine et qui en fera à terme, eh bien, une référence. C'est ça, le but, c'est d'en faire une référence. Et là, il faut se poser une question, c'est de quoi parles-tu sur tes réseaux sociaux? On a vu qu'on avait besoin de poser nos objectifs. Donc maintenant que nos objectifs sont posés, c'est-à-dire qu'on a sélectionné si, en tout cas, notre objectif principal, c'était de vendre, ou si c'était juste de se faire connaître, ou si c'était vraiment de renforcer son autorité, ou par exemple aussi, ça peut être euh, pour des marques déjà existantes, les réseaux peuvent servir aussi à améliorer l'image de marque. Ça peut, ok, il y a eu un petit couac dans l'histoire de l'entreprise, etc., et on veut redorer un peu son blason, eh bien les réseaux peuvent servir à ça. Donc il faut voir en fait quel est l'objectif, et c'est vraiment très important parce que selon l'objectif qui va être défini en amont, on va adapter le discours, on va adapter la stratégie, on va adapter aussi la planification des contenus et tout en fait ce qui va en découler et tout ce qu'on va vouloir mettre en place par la suite. Donc de quoi parles-tu sur les réseaux? Eh bien là, on va parler de piliers de contenu. Les piliers de contenu, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont les principaux thèmes ou sujets autour desquels le contenu sur les réseaux sociaux va se construire. Il sert de base pour créer une stratégie de contenu cohérente et structurée. Concrètement, les piliers de contenu, indépendamment de sa définition qui est quand même suffisamment claire, c'est ce qui va nous permettre d'être constamment alignés. C'est-à-dire qu'on a notre objectif, et on va aligner sur cet objectif-là nos piliers de contenu, donc nos termes, nos thèmes qui vont être en lien avec notre objectif. Et ensuite, en fait, on va aligner le discours. Si bien que là où, si je poste des choses à droite, à gauche, au gré de mes envies, de mon humeur, de comment je me sens aujourd'hui, eh bien, peut-être que ton utilisateur, derrière lui, il va se dire, ouais, bah alors, ok, d'accord, ok, bah, c'est vrai, oh, c'est cool. Et peut-être qu'il y aura de l'engagement et que ce sera chouette. Mais ton objectif final, lui, il sera peut-être pas assuré. Alors que si, par rapport à ton objectif, tu positionnes tes piliers de contenu, tu positionnes derrière ton contenu autre granularité et ton plan de contenu, eh bien là, on est systématiquement aligné avec pour objectif d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. C'est pour ça que c'est intéressant, ça permet d'amener de la structure et de la cohérence dans le discours pour que l'utilisateur sache toujours qu'est-ce qu'il doit faire. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Entre guillemets, hein, on est sur du subtil, mais en tout cas, on l'emmène là-dedans, on l'emmène dans notre univers, on l'emmène à notre objectif. Donc que ce soit d'avoir de la sympathie pour la marque, que ce soit d'acheter notre produit ou notre service, que ce soit de participer à la communauté, peu importe l'objectif, mais en tout cas, il faut que les choses soient alignées, sinon l'utilisateur, lui, ben, il va pas avoir les bonnes réactions. Si je veux créer une communauté, mais que j'essaye de vendre tous les 4 matins mon service, ben, ma communauté va me dire, bah oui, t'es gentil, mais enfin, moi, je suis pas là pour ça. Donc, si c'est pas cohérent, on crée de la distorsion et l'utilisateur, lui, enfin, le follower, l'utilisateur, lui, il sait pas par quel bout prendre le sujet. Et tout ça, c'est inconscient. C'est des réactions mécaniques. C'est quand on scrolle, on le fait pas en conscience. C'est pour ça que c'est important d'avoir tout ça de très clair. L'importance des piliers de contenu. Donc, ça permet, comme je disais, une communication claire et cohérente, aligne tous les contenus avec la mission et les valeurs de l'entreprise, parce que aussi ça va nous permettre de mettre sur le devant de la scène, de mettre en lumière nos valeurs et aussi ce qui nous compose, parce que on aura un discours structuré où on va pas simplement mettre ce qui nous passe par la tête, même si la spontanéité des réseaux est tout aussi importante, mais toujours en ayant en arrière-plan quels sont mes objectifs et comment je dois aussi interagir. Facilite la planification et la production de contenu. Ensuite, en deuxième grande importance, ça va venir renforcer le positionnement de la marque. Donc, établit une image de marque forte et reconnaissable, communique de manière répétitive et cohérente sur les valeurs et les offres distinctives. Donc là, offre payante, offre gratuite, ça peut être un atelier découverte, ça peut être un appel découverte, ça peut être juste aussi du contenu. Voilà, ça dépendra évidemment. À chaque fois, on va adapter en fonction des objectifs qu'on se sera fixés en amont. Autre élément important, l'engagement de l'audience. Ça augmente l'engagement en répondant aux intérêts, aux besoins de l'audience, parce que on va évidemment construire nos objectifs, construire nos piliers de contenu, construire nos contenus
en fonction du besoin de notre audience. Parce qu'aujourd'hui, eh bien, on se cale hein, depuis le début de cette aventure dans laquelle on est avec ces lives, etc. Vous l'aurez compris. Eh bien, nous, ce qu'on veut, c'est toujours répondre aux besoins spécifiques de notre audience, de notre persona, de la personne à qui on s'adresse, notre prospect et autres. Ça permet également de créer une connexion émotionnelle avec le public à travers des thèmes récurrents et pertinents. C'est-à-dire, pourquoi les thèmes récurrents? Eh bien, parce que, en fait, pensez à vous, comment vous êtes sur les réseaux sociaux. Vous êtes sur votre téléphone, c'est là, je sais pas, on est entre midi et deux, on est en pleine digestion, on se met sur le téléphone et on se met à scroller sur Instagram. Qu'est-ce que vous allez chercher? Quand vous avez un besoin spécifique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont des moteurs de recherche. Moi, je sais que quand je recherche une recette, eh bien, je vais plus sur Google, je vais sur Instagram. Je vais sur des comptes spécifiques que j'ai identifiés par rapport à l'alimentation que moi j'applique au quotidien et je sais que ça va répondre directement, voilà, à ces besoins. Et je vais chercher mon inspiration comme ça. Donc, comment vous vous intéressez? Qu'est-ce que vous recherchez aussi? Il faut arriver à essayer d'étudier le comportement de l'utilisateur en s'étudiant soi-même aussi. On a des réflexes, on a des mécaniques de recherche qui sont déjà implémentées. Et si moi, bah, la personne que je suis pour mes recettes de cuisine, elle faisait des recettes de cuisine, puis elle faisait autre chose qui n'avait rien à voir, bah, peut-être qu'elle ne serait pas aussi imprégnée dans mon esprit comme étant une référence sur la cuisine végane ou la cuisine végétale ou la cuisine, peu importe ce que vous voulez. Euh, mais en tout cas, c'est une référence pour telle chose. Et c'est ça, dans l'esprit de l'utilisateur, du consommateur, qu'on va essayer de faire, c'est-à-dire de devenir une référence, de renforcer et de devenir l'image de marque et de devenir une référence. On va faire du coup maintenant un petit exercice pour définir ces piliers de contenu, parce que je sais que ce que je vous dis là, ça a l'air plutôt théorique et puis pas forcément très pratique. Donc maintenant, on va passer sur les piliers de contenu. Donc, qu'est-ce qui intéresse votre audience? Donc ça, c'est la première question, le premier exercice qu'on doit se poser pour créer ces piliers de contenu, c'est qu'est-ce qui intéresse l'audience? Finalement, qui est mon audience et quels sont ses points d'intérêt? Qu'est-ce qui va faire qu'elle va venir me trouver sur les réseaux sociaux, qu'elle va venir me trouver ma marque, mon projet, etc. Tout ce que j'ai construit. Notez tous les thèmes ou sujets potentiels qui pourraient intéresser votre audience. Donc là, si vous avez un petit peu de temps, je vous invite simplement à faire cet exercice ensemble. Qu'est-ce, vous pouvez le noter dans le chat, n'hésitez vraiment pas. Euh, donc, quels sont les thèmes ou les sujets qui intéressent votre audience? Votre audience, ou si vous n'avez pas encore d'audience, votre persona qui est du coup, pour rappel, eh bien, le client idéal qu'on imagine pour notre produit, pour notre offre, pour notre marque. Moi, je déroule aussi ce que moi j'avais pris pour moi. Et donc là, du coup, moi, ce que j'avais mis en lumière, c'est eh bien l'entrepreneuriat a fortiori, le mindset, le développement personnel, la gestion d'entreprise, l'organisation de son temps, de son entreprise, de sa vie perso. C'était un peu... Là, l'objectif de cet exercice, c'est vraiment de tout déballer. On met tout sur la feuille, on sort tout. On sort tout ce qu'on a. Et... et du coup, on va derrière faire un écrémage, on va venir réfléchir à pourquoi prendre tel sujet et pas tel autre, ne vous inquiétez pas. Ensuite, le marketing digital en ce qui me concerne, la communication, le design, le graphisme, la vente, les partenariats, les stratégies marketing, etc., etc., parce que la liste, dans mon cas, est vraiment, vraiment très, très grande. Ça peut aussi directement être lié au site Internet, à la construction de site Internet, à la gestion de site Internet, à la maintenance de site Internet, mais ça peut... voilà, être aussi autour du féminin, vu que moi je m'adresse essentiellement, mon audience est féminine, donc ça pourrait être aussi des thématiques spécifiques propre à la femme aussi, la femme dans l'entrepreneuriat, la maman dans l'entrepreneuriat. Alors, je serais pas très légitime, je suis pas maman, mais admettons, ça pourrait être, voilà, énormément de choses. Ça pourrait être aussi la gestion du stress. Enfin, voilà, c'est vraiment là, on met tout. Donc ça, premier exercice, on met voilà tout notre liste. Là, ensuite, ça va être de mettre lesquels servent vos objectifs, parce qu'une fois qu'on a posé toutes les thématiques qui gravitent autour de son domaine, lesquels servent l'objectif, parce que si je veux vendre, en l'occurrence, ma formation, ou si je veux me faire connaître, ou même
Les deux. Si j'ai d'abord pour objectif de me faire connaître, mais qu'ensuite je souhaite vendre mon produit, il ne faut pas que je parte trop loin. Il faut que je reste toujours centré. Il faut juste voilà, graviter autour des sujets qui, un, intéressent les utilisateurs et deux, aussi vont servir mes objectifs. C'est toujours quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que il faut que ça serve constamment nos objectifs. Alors, des fois, on peut aussi faire des choses parce que ça nous plaît, hein, ça reste, il faut aussi prendre du plaisir, c'est aussi intéressant, mais voilà. Donc, là, l'idée, c'est dans la liste que vous aurez eh bien, établie des éléments, des thèmes et sujets qui intéressent vos utilisateurs, de sélectionner ceux qui servent les objectifs que vous avez posés en amont. Ensuite, là, on va plutôt être dans un autre sujet, c'est considérer, parce qu'on rappelle, hein, on rappelle, on fait ces exercices-là pour créer nos piliers de contenu, pour derrière préparer le terrain, pour créer, pour faire du bulk de contenu, c'est-à-dire du batching de contenu, créer du contenu en masse. Donc, on va d'abord poser les bases et ensuite, tout ça, ça va nous servir à créer des contenus un peu à la chaîne, ou en tout cas avoir les trames pour pouvoir le faire. Donc, en trois. Considérez différents aspects de votre domaine, donc éducation, inspiration, les coulisses, produits, services, engagement, actualité de l'industrie, les témoignages de clients, les dédramatisations des sujets, etc., etc. La liste est vraiment extrêmement longue. Et là, eh bien, ça va être, par exemple, je décide de partir sur un aspect plutôt éducationnel, donc fournir des conseils pratiques et des astuces dans votre domaine pour aider votre audience à résoudre ses problèmes spécifiques. Donc, c'est toujours hein, dans l'objectif de résoudre les problèmes spécifiques, parce que si on veut que la personne se sente concernée, il faut qu'on lui apporte une solution à un problème réel spécifique qu'elle a. Ça peut être inspirationnel, partager des histoires, des citations motivantes, des témoignages pour inspirer votre audience. Pourquoi? Eh bien parce que tout le monde aime les histoires. N'oubliez pas que on est tous à la base un peu des enfants, on est rêveurs, on aime la magie, on aime rêver, on aime les choses en grand, on aime ce qui brille, ce qui nous motive, ce qui nous stimule, ce qui va nous amener quelque part, que ce soit dans l'imaginaire ou dans le réel. On est des êtres en mouvement, donc le partage d'histoires inspirantes, les gens vont pouvoir s'identifier, vont pouvoir voyager avec vous et faire un petit bout de chemin. Donc vous aurez vraiment beaucoup d'intérêt à utiliser ce genre de solutions selon votre audience, encore une fois, selon ce que vous vendez. Mais voilà, en tout cas, à captiver, à amener les gens dans votre univers par justement le copywriting, le storytelling, etc., etc. Les coulisses, par exemple, ça pourrait être de montrer les coulisses de votre entreprise, comme les processus de fabrication ou des journées types de votre équipe, ou par exemple, ça peut être aussi la confection, on en parlait la dernière fois, ça peut être la confection de ce que vous réalisez si vous êtes artisan ou si vous êtes créatrice de produits, donc si vous faites de l'upcycling, la création eh bien, de vos produits, comment j'ai produit voilà, ce sac banane ou ce petit short ou etc. Et de montrer en fait toutes les étapes. Donc là, c'est trois exemples que je vous ai pris pour que vous compreniez de quoi je parle. Mais en fait, c'est une fois qu'on a posé les thématiques qui intéressent nos utilisateurs, on peut aussi s'intéresser à comment ils consomment, qu'est-ce qu'ils aiment consommer, sous quel format. Et aussi, et là j'arrive juste après, qu'est-ce qui vous intéresse? Sur quel sujet vous allez prendre du plaisir à créer ces contenus. Là, je fais une parenthèse très personnelle. Euh, Moi, je suis partie sur du factuel. Moi, j'aime parler, vous le savez. Voilà, je le dis plus. J'adore m'exprimer. J'aime parler, j'aime raconter, j'aime enseigner aussi. C'est quelque chose sur lequel je prends beaucoup de plaisir. Et donc, du coup, je suis partie sur du contenu éducationnel. Et en fait, eh bien, avec les restrictions de temps de parole sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, qui est d'une minute trente, je me suis sentie très vite frustrée. Là où je prenais beaucoup de plaisir, bah, j'ai ressenti beaucoup de frustration. Et en fait, je me suis pas du tout posé la question de qu'est-ce qui, moi, allait me faire plaisir à créer, en fait, comme type de contenu. Je me suis juste dit, ben voilà, je suis dans une dynamique un peu enseignante, enfin en tout cas, voilà, d'éducation. Je veux vraiment apporter de l'éclairage. Donc, je me suis dit, bah, c'est ça qu'il faut que je fasse. Je me suis pas posé si c'est ça que je voulais faire aussi sur la durée. Quand on s'engage dans une stratégie, quand on s'engage sur les réseaux, on s'engage sur la durée. C'est quelque chose que vous allez toujours devoir faire. Alors, toujours, oui et non, vous pouvez aussi faire une pause. Moi, c'est ce que je fais en ce moment, je fais une pause parce que justement, je me suis écœurée.
Donc c'est pour ça que je trouvais que cette étape-là était très importante. C'est posez-vous sincèrement la question de qu'est-ce qui vous intéresse, sur quoi vous prenez du plaisir, que ce soit la thématique ou que ce soit le format, bien que le format puisse varier autant que vous le souhaitiez, rien n'est figé dans le marbre, mais en tout cas de prendre du plaisir à le faire et que ça vous intéresse. Parce que si ça ne vous intéresse pas, vous allez juste vous écœurer. Vous allez, ou si le format, voilà, une fois que vous êtes emprisonné dans un format, vous allez vous écœurer de vous dire, bah, mince, je suis enfermée dans mes frustrations et c'est là où en fait vous ne communiquez plus de la bonne manière avec votre audience et c'est dommage. Donc je vous invite à ne pas faire les mêmes erreurs que moi pour le coup. Et donc là, du coup, c'est lister les thèmes ou les sujets qui vous intéressent. Des thèmes ou sujets que vous prendrez plaisir à traiter dans le temps, parce que c'est un engagement dans le temps. En ce qui me concerne, c'est le mindset, le développement personnel, c'est des choses que, voilà, que je prends beaucoup de plaisir à consommer indépendamment de ma sphère de travail. C'est des livres que je lis, etc. Marketing, stratégie, astuces, conseils pratiques et outils. Donc ça, c'est des choses qui me plaisent. Donc maintenant, il va falloir que je fasse rentrer en concordance ce qui intéresse mon audience, ce qui m'intéresse moi, et finalement les formats qui sont consommés et qui ne me dérangeront pas de produire. Parce que par exemple, on voit très bien sur les réseaux sociaux que ce qui se consomme très bien, c'est tous les contenus humoristiques. Bon, moi, je suis pas à l'aise avec ce genre de contenu pour le consommer, il n'y a pas de souci, mais pour le créer, je suis pas du tout à l'aise avec ce format-là. Donc, je vais pas aller me forcer à créer un contenu qui fonctionne si derrière je crée de la friction en fait, dans le temps ça va pas fonctionner. Donc ça déjà je l'enlève. Par contre, voilà, comme je le disais, ben moi personnellement, ce que j'aimais bien, c'était voilà, d'expliquer des concepts et autres. Ça j'aime bien, ça, je prends du plaisir à le faire. Donc ça, ok, ça marche. Et puis finalement, il y a aussi de la demande. Donc après, c'est à voir. Vous pouvez aussi très bien démarrer sur un type de format éducationnel, puis vous rendre compte que soit il fonctionne pas, soit finalement ça prend pas, ça prend pas, vous n'êtes pas à l'aise non plus. Eh bien, vous pouvez toujours le modifier, le changer, l'améliorer. Évidemment, on n'est pas enfermé dans quoi que ce soit. Que, place au plan de contenu. Donc, le plan de contenu, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va du coup le créer. Un plan de contenu, c'est quoi? C'est de poser, désolé, j'ai eu un peu un bug. C'est de poser en fait qu'est-ce que je vais poster, publier et quand. Et en fait, c'est de se faire comme un petit agenda sur la semaine en disant bah, le lundi, je vais faire ci, le mardi, je vais faire ça, etc., etc., etc. Donc, en 5, l'exercice est utiliser les piliers de contenu pour créer le plan de contenu mensuel. Donc, on pourrait aussi appeler ça un planning édito. Plan de contenu, c'était un petit peu plus léger parce que le planning édito, voilà, c'est vraiment, on a directement on le verra dans une seconde partie, c'est avec Notion, moi je l'utilise, je mets vraiment tout mon article à tel endroit et je fais tout mon planning, enfin publication par publication, à telle date, etc. Et j'ai plus ensuite qu'à poster. Donc voilà. Donc là, plan de contenu, c'est un petit peu plus light. Donc utilisez vos piliers de contenu pour créer un plan de contenu mensuel, tout en variant les types de contenu pour maintenir l'intérêt de votre audience. Donc concrètement, à quoi ça peut ressembler? Ça peut ressembler à le lundi, je fais un post éducatif. Le mercredi, je fais ma story sur mes coulisses. Le vendredi, je fais mon post inspirant, inspirationnel, d'histoire, etc., storytelling. Le dimanche, je poste sur mes produits et services. Alors là, c'est un exemple comme un autre. Je peux vous donner celui que moi j'avais pour mes contenus. Moi, c'était euh, un contenu, comment? Un contenu éducationnel le mardi. Ensuite, extrait de live le mercredi. Ensuite, euh, le jeudi, il n'y avait rien. Le vendredi, c'était un contenu, voilà, pareil, éducationnel, pratique, etc. Et ensuite, le samedi, c'était un autre extrait de live. Donc, par exemple, ça pourrait ressembler à ça, sachant que aussi, eh bien, il y a les stories qui font leur affaire tous les jours. Il y a des recommandations pour le plan de contenu. En fait, pour la publication de ces contenus, on l'avait déjà vu précédemment, notamment quand on a fait un focus et un zoom sur les prémices pour débuter sur les réseaux. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut minimum 3 publications par semaine pour, si vous voulez, que l'algorithme, voilà, nous accepte, nous fasse remonter dans les résultats de recherche, etc., etc. Donc, il faut au moins 3 publications par semaine. C'est sur cette base qu'on va se baser pour faire
notre planification. Au moins 3 contenus par semaine. Donc, contenu, c'est quoi? C'est carrousel, post simple, réel. Voilà, c'est ce type de contenu-là dont je parle. Et bien sûr, eh bien, poster en story au moins une fois par jour en semaine. Donc, du lundi au vendredi, poster au moins une fois par jour sur sa story. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on c'est le bon vouloir de l'algorithme, à savoir qu'il y a aussi eu beaucoup de changements sur Instagram notamment, qui est que aujourd'hui, ce qui est favorisé, ce qui va faire que vous allez vraiment ressortir dans les résultats de recherche, ça va être le volume de partage de votre contenu. C'est-à-dire, je suis sur Instagram, je regarde quelque chose, la vidéo comique de machin, ok, je la partage à ma collègue de boulot, ok, et bien le fait de partager à ma collègue de boulot, ça, c'est vraiment ça maintenant qui va venir comptabiliser et donner vraiment beaucoup de points. D'autant plus que si vous suivez des comptes et si vous c'est pas le cas, je vous invite à le faire, c'est-à-dire à vraiment suivre des comptes aussi euh, qui traduisent, qui mettent au jour voilà, les grandes améliorations, voilà, les grandes nouveautés concernant l'outil que vous utilisez, c'est très important. Là aussi, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de plans mensualisés pour, vous savez, la petite vignette qu'il peut y avoir sur les comptes, comment ça s'appelle? Les comptes certifiés. Donc avant, il y avait juste la possibilité de faire un compte certifié, je crois. Maintenant, il y a 3 ou 4 offres parce que c'est des abonnements, hein, c'est payant évidemment. Et donc, du coup, se pose la question de comment aujourd'hui on va arriver, si ça se développe dans le temps, si c'est mené à bout ce projet-là, et si voilà, si ça reste, hein, simplement, eh bien, qu'en est-il de nous, les comptes qui n'avons pas forcément ni les moyens ni l'envie de payer pour avoir cette vignette-là? Comment on va faire pour se sortir du lot? Parce que clairement, on va être en concurrence avec des grosses entreprises, avec des gens qui, c'est leur métier, donc ils vont investir là-dedans. C'est un outil comme un autre, hein. Ça peut être, j'investis dans mon logiciel dans mon CRM, comme ça peut être j'investis dans Instagram parce que finalement c'est ça qui me fait c'est mon gagne-pain. Donc voilà, tenez-vous informés parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent qui vont impacter d'une manière ou d'une autre les algorithmes, les échanges, votre visibilité. Donc je vous invite vraiment voilà, à faire ça. Et si vous voulez, je vous donnerai les comptes que je suis aussi personnellement. Voilà. Si vous savez pas par où commencer, je peux vous donner des comptes. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Ah. En petit b, on va voir maintenant le Unique Selling Position. Alors, beaucoup de mots, beaucoup d'anglais pour dire quoi? Eh bien, le Unique Selling Position, et pas proposition, ou proposition unique de vente. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce qui distingue votre produit ou service de ceux de vos concurrents. C'est finalement votre unicité mise au grand jour, mise en lumière. C'est vraiment votre proposition de valeur unique. On pourrait le traduire ainsi. C'est la proposition unique que vous offrez à vos clients, mettant en évidence les avantages spécifiques, les caractéristiques qui vous rendent unique sur le marché. Et ça, on sait, on en a déjà parlé, on en a même parlé la dernière fois. euh, c'est, J'essaye de rentrer dans cette arène-ci par plusieurs portes parce que je sais que c'est pas toujours évident et on va essayer d'aller aujourd'hui un peu plus en profondeur avec une autre granularité. Je vais vous donner un outil qui va vous aider à définir eh bien, voilà, ce USP, donc ce Unique Selling Position. Et donc, comment on passe de l'un à l'autre? Donc, des piliers de contenu, comme je vous ai dit, jusqu'au positionnement de la marque, qu'on comprenne bien aussi l'enchevêtrement et comment les choses, en fait, se relient entre elles, c'est important. Les piliers de contenu que vous avez définis servent de base pour votre stratégie de contenu sur les réseaux sociaux. Donc, ils garantissent que chaque post que vous créez est aligné avec le message de votre marque. Donc ça, c'est le premier point. C'est à ça que ça sert le pilier de contenu. Et maintenant, on va voir l'USP. L'USP. Comment l'USP, comment ça s'imbrique là-dedans? Eh bien, cependant, pour que les contenus soient réellement efficaces, ils doivent refléter un positionnement de marque clair et distinct. Et donc, pour avoir un positionnement de marque clair et distinct, on a ce qu'on appelle l'USP, donc Unique Selling Proposition, qui entre en jeu.
Je vais pas vous laisser comme ça. Le but étant qu'on comprenne et qu'on arrive à le faire, à le créer. Et donc, j'ai mis au point un petit exercice pour définir son USP, comment on crée son USP, comment on le met en valeur. Finalement, comment ça fonctionne? Eh bien, dans un premier temps, cette étape-là, je passe rapidement dessus, vous le savez, on l'a déjà vu maintes et maintes fois, c'est identifier le marché cible et donc le persona, les clients idéaux. Donc finalement, à qui je m'adresse? Qui est la personne à qui je vais m'adresser? Qui est mon audience? Donc c'est voilà, l'âge, le sexe, euh, les intérêts, le cadre socio-professionnel, etc., etc. Qui, c'est l'avatar de votre client. En étape 2, on va lister les caractéristiques du produit ou service. C'est qu'est-ce qui rend le produit ou service unique. Et donc, avant de revenir sur chaque point, je vais dérouler un petit peu ce j'ai besoin des autres éléments. En étape 2, on va dresser la liste des avantages pour les clients. Quels sont les bénéfices pour les clients à passer par votre solution plutôt que celle de votre concurrent. En 4, on va analyser les concurrents avec la matrice SWOT. Donc ça, c'est ce que je disais un peu plus tôt. On a une matrice qui va nous permettre de poser toutes ces informations-là en fait à plat et qui va nous permettre d'avoir une vision globale. Alors, peut-être que vous connaissez, peut-être que vous ne connaissez pas. Moi, je sais que cette matrice SWOT m'a donné des sueurs froides en école de commerce il y a un certain nombre d'années maintenant. Et donc là, la question, ça va être de qu'est-ce qui vous différencie de vos concurrents? Donc, je reprends mes étapes. Alors, je vais aller au bout. Et bien sûr, la cinquième étape, ça va être de formuler l'USP. Donc, identifier le marché cible. Donc ça, c'est bon, c'est acquis. Normalement, à ce stade-là, vous avez déjà ces informations-là. Si ce n'est pas le cas, je vous renvoie évidemment à ce qu'on a vu qui s'appelle le persona pour définir votre persona, votre marché cible. Étape 2, listez les caractéristiques de votre produit ou service. Donc là, pour les définir, on a ce que nous on a, ce qu'on sait de notre produit qu'on va mettre en avant. Et en fait, tout cet exercice-là, ça va nous permettre aussi de mettre en parallèle, de comparer aussi avec ceux de nos concurrents pour voir qu'est-ce qui rend unique le produit. Et c'est vraiment ça qui est intéressant. Peut-être que l'étape 2, vous allez faire un premier jet qui va être, voilà ce qui rend mon produit unique, c'est mon approche, c'est la formation en ceci, cela que j'ai fait, c'est le fait que c'est de l'artisanat, donc artisanat au sens aussi artistique, donc que je mets ma patte dedans, que c'est vraiment littéralement un produit unique que je propose. Ça peut, voilà, donc là, c'est déjà de lister tout ça. Dans un premier temps, on liste ce que, par rapport à notre prisme, qu'est-ce qui rend notre produit unique par rapport à ce qu'on a mis dedans, à comment on l'a créé. En étape 3, on dresse la liste des avantages pour les clients. Donc évidemment, quels sont les avantages à passer par cette solution ou à acheter ce produit plutôt qu'un autre. Et même, on va d'abord juste lister les avantages pour le client sans parler des autres. L'étape 4, elle arrive, analyser vos concurrents avec la matrice SWOT. Et là, en fait, ce qui va être intéressant, c'est les résultats de la matrice. C'est qu'en fait, cette matrice-là que je vais vous présenter juste après, euh, elle va nous permettre de mettre à plat, en fait, le marché et la concurrence, de voir ce qui se fait, quelles sont les menaces, les forces, les opportunités et les faiblesses par rapport à nos concurrents. Et là-dessus, on va construire. Et c'est ça qui est hyper, hyper intéressant. Est-ce que, est-ce que vous connaissiez la matrice haute? Est-ce que ça te parle, Marlène, ou pas du tout? Ça me parle un peu, mais vaguement. Ok, moi, je vais rentrer un peu plus dans le détail. Et ensuite, étape 5, formuler l'USP. Donc normalement, l'USP, c'est pas tout à fait cette formule-là, c'est moi qui l'ai récupéré de ce que moi j'ai envie de mettre en fait, qui est le gain plus les avantages, moins les points de frustration, parce que je trouve que c'est vraiment une formule. Donc ça, c'était pour créer son offre qu'on avait vu ça. C'est vraiment une formule qui est très très puissante et qui fonctionne et qui est plus directe en fait que ce que normalement propose l'USP, qui est on prend le marché plus machin. Bref, non, il faut aller straight to the point, il faut aller vraiment droit au but avec les utilisateurs pour directement démontrer la valeur de notre projet, de notre produit, de ce qu'on a à offrir. Donc, la matrice SWOT, à quoi ça ressemble? Alors, en fait, SWOT, euh, c'est S pour strength, donc la force, euh, faiblesse pour
En fait, SWOT, c'est force, faiblesse, opportunité, menace, mais en anglais. Voilà. Je vais vous épargner mon superbe accent et des points d'interrogation au-dessus de la tête. Mais globalement, en fait, c'est une matrice, donc c'est pas un truc révolutionnaire, hein, c'est pas un outil de dingue, etc. Mais en fait, c'est simple et efficace, c'est de mettre à plat quelles sont les forces, quelles sont les faiblesses, quelles sont les opportunités et menaces. On peut le faire pour soi, c'est-à-dire pour son marché, on peut le faire pour son entreprise, mais aussi, on peut aussi le faire pour analyser ses concurrents, analyser son marché, le marché de ses concurrents, un marché dans lequel on veut rentrer, on veut prendre des parts de marché, ça peut, voilà, ça peut servir à ça peut servir à ce dont vous avez besoin en fait. Et c'est ça qui est intéressant avec cette matrice. Donc là, j'ai pris une capture sur Canva, je crois. Donc c'est pas moi qui remplis les informations, c'était juste pour vous montrer à quoi ça ressemblait dans l'idée. Donc là, dans les forces, des exemples qui sont donnés, ça peut être, donc encore une fois, ça dépend de la question qui est posée en amont. Est-ce que c'est les forces de mes concurrents ou est-ce que ce sont mes forces à moi de mon entreprise? Donc ça, c'est à définir. Mais voilà quelques exemples de ce qu'on peut mettre dedans, indépendamment du contexte. Équipe hautement qualifiée dans le domaine, expérience approfondie réalisée dans la réalisation de projets similaires, les technologies de pointe, marques fortement reconnues sur le marché, donc ça peut être les forces. Dans les faiblesses, nouvelle entrée sur le marché, besoin de développer des compétences, processus opérationnel inefficace, ça pourrait être aussi SAV inefficace, ce genre de choses. Donc là, c'est les faiblesses identifiées qu'on connaît ou en tout cas en faisant une recherche qu'on a pu trouver. Ensuite, les opportunités. Donc là, les opportunités, eh bien, ça va être quelles sont nos opportunités par rapport à la situation donnée. Donc là, en l'occurrence, c'est encore des exemples juste aléatoires pour qu'on comprenne ce qu'on doit mettre dedans. Donc, évolution des besoins des consommateurs, nouvelles tendances de l'industrie, possibilités de partenariat, donc ça, c'est des opportunités. Et enfin, les menaces. Parce que même si ça fait pas plaisir, il faut quand même identifier les menaces de notre marché et, eh bien, pour pouvoir les contrer, évidemment. Donc, augmentation de la concurrence sur le marché pourrait être une menace. Obsolescence rapide des produits, évolution rapide de la technologie, l'IA pourrait être aussi une menace à mettre en exergue, le coût lié à la conformité réglementaire, donc là c'est encore un autre exemple, mais ça pourrait être divers et varié, ça pourrait être aussi des normes spécifiques par rapport à vos produits, à la conception de vos produits. Donc ça, c'est pour poser le postulat de départ. Je ferai sur le groupe Facebook, je ferai, je pense, une matrice un peu plus détaillée sur une thématique que vous me donnerez et j'essaierai d'en faire une pour vous donner un exemple concret. Et donc, du coup, eh bien, donc, si on reprend un à un, donc on a 4 éléments à remplir. Et là, nous, dans cet exercice-là, l'idée, c'est, encore une fois, d'analyser ses concurrents, hein, parce que ce qu'on a besoin, c'est d'analyser les concurrents, c'est qu'est-ce qui nous différencie des concurrents. Donc, pour savoir ce qui nous différencie des concurrents, on a besoin de savoir ce que font les concurrents. Donc, cette matrice-là, elle sert à mettre en exergue ce que font les concurrents, où ils en sont, quels sont leurs avantages, faiblesses, etc. Et du coup, quelles vont être nos opportunités à nous qui vont s'en dégager. Donc, on repart. Donc en un, les forces. Quelles sont les forces de vos concurrents? Exemple, qualité des produits, notoriété de la marque, un super service client. Ça peut être aussi le fait qu'ils existent depuis longtemps, donc que ce sont une référence en la matière, etc. Même si ça fait pas plaisir de le noter, c'est important de le mettre en exergue pour savoir contre quoi on se bat, encore une fois. En deux, les faiblesses. Donc weaknesses. Donc les faiblesses. Quelles sont leurs faiblesses? Quelles sont les faiblesses de vos concurrents? Est-ce que c'est qu'ils ont des prix élevés? Est-ce qu'ils manquent d'innovation? Est-ce qu'ils ont un service après-vente qui est effectivement médiocre? Est-ce que c'est le temps de réponse? Est-ce que c'est la piètre qualité de leur communication? Parce ça existe, hein, des entreprises qui sont très très fortes en concret, c'est-à-dire dans leurs produits, dans tout ce qui est opérationnel. Mais alors derrière, en termes de communication, qui sont nuls comme des billes. Donc ça veut dire qu'il y a une opportunité qui se dessine. Hein. En trois, les opportunités. Donc quelles sont les opportunités? Quelles opportunités vous pouvez exploiter? Une fois qu'on a les forces, ok, on sait que là-dessus, on va peut-être pas pouvoir se battre parce que la marque est trop forte. Par contre, une fois qu'on a identifié les faiblesses, là, c'est vraiment des terrains sur lesquels il va falloir mettre de l'énergie. Donc, exemple, nouveau marché, tendance émergente, technologie innovante.
Voilà, donc là, c'est à voir comment, par quel biais vous pouvez prendre ces opportunités-là. Donc ça peut être aussi service après-vente médiocre, vous pouvez vous différencier. C'est une opportunité de vous différencier par votre service après-vente. L'humain. L'humain qui est vraiment, on le rappelle, sur 2024, une grosse thématique, la communauté, l'humain. Même si on a parallèlement une montée de l'IA, on a aussi parallèlement une montée de ce besoin d'appartenance à une communauté qui est très forte. En 4, les menaces. Donc, quelles menaces peuvent vous affecter? Donc là, on n'est plus, on n'est plus dans le domaine du concurrent, hein, c'est les menaces, nouveaux concurrents, changement réglementaire, évolution du marché. Donc là, c'est par rapport à vous, hein. Après, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous pouvez le moduler selon votre besoin. Donc, je vous ferai une matrice avec tout dedans, avec une thématique sur laquelle on se sera accordé pour que ce soit peut-être un peu plus clair, parce que c'est vrai que là, c'est un petit peu difficile à l'oral comme ça. Mais en tout cas, cette matrice-là va vous permettre d'identifier voilà, vos points d'entrée par rapport à vos concurrents sur votre marché pour gagner des parts de marché et pour aussi, on n'oublie pas, hein, pilier de contenu etc., on découle, on va pouvoir attaquer sur ces thématiques-là, en fait, dans nos contenus. On va pouvoir jouer sur ces thématiques-là, parce que justement, il y a une faiblesse qui a été identifiée. Donc c'est là où c'est intéressant. Cet épisode est désormais fini. Je te remercie d'avoir écouté le podcast Archi Simple Business. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir en notant ce podcast et en mettant un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Je te donne rendez-vous tous les lundis matins à 7h pour le prochain épisode. Si tu veux aller plus loin, rejoins-moi tous les jeudis pour nos lives hebdomadaires. Inscris-toi dès maintenant pour recevoir les invitations et participe en direct. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Archi Simple Business.